Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et à tous qui nous avez rejoints pour ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Anthony, je travaille pour ABTST. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire en compagnie de Mathieu Fauveau, qui sera le principal orateur aujourd'hui. Rapidement, pourquoi ce webinaire? Juste pour vous donner un peu de background. On a échangé avec pas mal de clients récemment et il y a un sujet qui est revenu assez fréquemment. C'est le problème, la problématique de l'humain dans l'optimisation des conversions, de l'humain chez nos utilisateurs et chez nos clients. C'est bien d'avoir une technologie et un outil pour faire du testing, de la personnalisation, mais souvent il y a des problématiques purement organisationnelles qui rentrent souvent en ligne de compte. Et donc on s'est dit que c'était un sujet qui méritait d'être traité. Et pour ça, on a fait donc appel à Mathieu. Mathieu, je te laisserai te présenter. Mais donc, il faut savoir que Mathieu, c'est un utilisateur d'ABTST de longue date. Il a travaillé en agence, mais maintenant chez l'annonceur. Il est aussi consultant indépendant en parallèle. On voulait traiter ce sujet via deux initiatives. La première, c'est ce webinaire. Et la deuxième, on en parlera à la fin du webinaire, si vous voulez creuser le sujet. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ABTST, parce que je pense qu'on a quelques partenaires ou prospects dans la salle, je vais dire. Donc ABTST, très succinctement, c'est une plateforme donc dédiée à l'optimisation des conversions avec différentes briques produits. La première qu'on a appelée Insight, l'idée c'est d'aider nos utilisateurs à identifier les pistes d'amélioration sur leur site, donc comprendre l'utilisateur, voir quels sont les freins et d'où viennent les problèmes. Donc ça, Mathieu en parlera plus longuement par la suite. La deuxième, bien sûr, c'est de tester et de valider vos idées d'amélioration, donc avec une brique testing, test and learn. Et la troisième, c'est l'idée de ce qui peut marcher pour un segment d'audience ne va pas forcément marcher pour tous vos segments d'audience. Donc l'idée, c'est de personnaliser ces expériences. Et donc là, on propose des fonctionnalités effectivement de segmentation de vos utilisateurs pour leur adresser le bon message. Et notamment, si vous êtes utilisateur d'ABTST, vous savez qu'on a une librairie de widgets qui vous permet de faire de l'animation commerciale sur votre site de façon très simple. Tout ça pouvant être segmenté. On propose ces produits pour de nombreux clients, 650 aujourd'hui, tout secteur d'activité confondu, avec un gros focus sur l'e-commerce, mais aussi des médias ou des sites qui sont plus dans la génération de leads. Et on le propose donc en France, bien sûr, mais aussi à l'international, avec l'ouverture depuis l'année dernière de bureaux, notamment à New York, et récemment, plus récemment, à Singapour. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la petite présentation d'ABTST. Et je vais laisser du coup la parole à Mathieu. Merci Anthony. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Fauveau, je suis spécialisé en CRO depuis à peu près 6 ans. J'ai un parcours en agence où j'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses marques comme Ocean Drive, BNP Paribas, du Photobox, Oxbow, etc. Aujourd'hui, je travaille en partie pour Decathlon avec l'objectif de structurer notre approche du CRO à l'international et aussi en tant qu'indépendant, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 2 ans avec un client, quelque chose qui a un peu modifié ma manière de travailler et d'aborder le CRO. Ce client m'a demandé d'optimiser son site, d'abord avec 3 tests. Je démarre avec un test très simple, je suis très confiant. Néanmoins, le site a des KPI qui sont, en tout cas des métriques qui sont assez surprenantes, qui sont pas courantes. J'y prête pas franchement attention et je pars sur une idée qui paraît être l'idée du siècle. Sauf que quand je vois les résultats, finalement, je tombe sur quelque chose qui l'est pas forcément. Ça, c'est la tête que je fais quand je vois les résultats. J'ai fait perdre beaucoup d'argent, entre 100 à 200 000 euros, et j'ai dû expliquer finalement au client pourquoi j'ai fait perdre autant d'argent avec un seul test. Je lance un deuxième test. Finalement, je récupère à peu de choses près le même résultat. Ça se passe pas très bien. Néanmoins, j'arrive quand même à réduire un peu ce risque. On perd beaucoup moins d'argent, mais ça fonctionne toujours pas. Il me reste plus qu'un seul test pour faire mes preuves. On en discute avec le client et là, on se dit, OK, ce qu'on a fait sur les 2 premiers tests, ça fonctionne pas. Il n'y a pas la bonne méthodologie. Enfin, en tout cas, ce qui fonctionnait ou ce qui semblait fonctionner avant sur tous les types de clients, ça ne fonctionne pas dans ce contexte et je dois revoir ma manière de faire.
Je prends du recul et finalement, je passe de tests qui peuvent paraître très simples à une méthode un peu plus travaillée. Je prends beaucoup plus de temps sur ma recherche d'hypothèses. Je me focalise sur un segment utilisateur et finalement, j'arrive sur ma petite victoire, un test qui est gagnant. Pas forcément extraordinaire, mais ça permet de combler le trou du premier test, du second, et surtout de commencer à comprendre les utilisateurs et à voir ce qui fonctionne pour ce site ou pas. À partir de là, le client me dit « Ok, c'est très bien ce que tu fais, sauf que ça coûte un petit peu cher et j'aimerais internaliser ce savoir. » C'est un nouveau challenge, ça me demande de prendre du recul sur mon métier, sur comment je le fais, et je suis assez d'accord avec cette phrase qui dit que si on n'est pas capable de décrire ce qu'on fait et de le décrire tel un process, on comprend pas franchement ce qu'on fait. Sur mes 2 premiers tests, je suis parti un petit peu dans tous les sens, ça n'a pas bien fonctionné, ça n'a pas eu d'impact positif, et du coup, je dois trouver une manière de décrire un processus et surtout comment transmettre ce processus à des personnes que je connais pas, qui n'ont pas forcément le même profil que moi, les mêmes attentes, la même connaissance du sujet. J'arrive sur 3 difficultés qui sont les difficultés qu'on retrouve dans la plupart des organisations. C'est comment on définit finalement un processus d'optimisation, comment on met en place une organisation aussi qui fonctionne, comment on est capable de s'entraîner au CRO et pas juste s'entraîner à utiliser l'outil, et comment on est capable de partager des résultats des enseignements et donc d'engager l'organisation. Ça, c'est 3 problématiques que j'ai dû traiter finalement avec ce client et puis après avec d'autres clients et ce que je traite aujourd'hui aussi en partie chez Decathlon. Alors, ce que je veux vous présenter ici, c'est 3 axes sur lesquels vous devez travailler finalement pour structurer votre équipe CRO, pour gagner plus et surtout gagner plus souvent, pour que vous ayez une roadmap qui soit bien animée, qui soit fluide, avec des actions priorisées, qui aient du sens pour votre stratégie et une équipe qui continue d'évoluer sans cesse. À la fin, je vous présenterai aussi un indicateur qui pourra vous aider et qui vous permettra de savoir finalement où vous en êtes dans cette expertise. La première chose, peut-être la plus importante, le processus. Je pense que vous connaissez tous ces schémas. On démarre de la recherche. On essaye de comprendre pourquoi l'utilisateur n'apprécie pas un élément dans l'interface, a un problème. Il a d'autres attentes qu'on n'imagine pas, pardon. On arrive à dégager une hypothèse d'optimisation qu'on va prioriser dans une roadmap. On part sur de la conception, on développe, on teste, on analyse. À partir de ces résultats, on est capable de détecter des enseignements et d'itérer sur la première hypothèse de départ. Ce schéma, finalement, en tout cas, cette manière de travailler, ce processus, il est important et conditionne 2 choses pour moi. Il va conditionner la qualité des tests et la vélocité. La qualité, ça démarre par une bonne recherche, une bonne priorisation aussi. Et la vélocité, ça va être le fait de gérer à travers cette roadmap vos différents tests, de prendre du temps à bien prioriser en fonction de votre stratégie d'entreprise et de pousser les petites actions tout en haut de la roadmap et les actions un peu plus longues, les gros projets tout en bas. L'hypothèse, c'est le point de départ finalement du processus. Tester, c'est uniquement vérifier que notre hypothèse a du sens, que c'est meilleur que la version originale. Et vous comprenez ici l'importance de cette hypothèse. On doit répondre à un problème utilisateur et vous le voyez sur le graphique, seulement 17% des organisations aujourd'hui utilisent systématiquement une hypothèse d'optimisation. Alors c'est peu et ça veut dire que on peut utiliser finalement tout un tas d'éléments pour créer un test. Ça peut partir finalement d'un case study qu'on peut voir sur un blog, des quick wins, ça peut être aussi l'opinion de quelqu'un. Malheureusement, tout le monde a une opinion. Et la situation de se retrouver en réunion avec des gens qui vont vous dire tiens, et si on développait ça, ok, ça peut être bien. Je sais pas trop ce que ça peut faire et du coup, testons-le. Ça, pour moi, c'est pas faire de l'optimisation, c'est un peu lancer un test de manière défensive et essayer de se rassurer sur le fait que ce qu'on va faire ne va pas dégrader la performance. La question que je pose souvent, c'est si vous faites -10, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes capable de désactiver ce que vous avez développé ou est-ce que vous n'allez pas le dire finalement aux responsables? Vous comprenez que l'hypothèse, du coup, elle est importante et elle se structure de cette manière. C'est si je réalise cette modification sur l'interface, alors j'espère modifier ce comportement utilisateur et j'espère mesurer cet impact sur ce KPI. Aujourd'hui,
créer une hypothèse, c'est vraiment donc le point de départ et je vous invite à démarrer chaque test par cette structure. Ça permettra de mettre en valeur finalement, en tout cas d'identifier des points de blocage. Vous pouvez très bien commencer finalement à créer un test, à imaginer un test, une modification, avoir la bonne idée, ça peut fonctionner sur le comportement utilisateur, mais derrière ne pas avoir ce KPI. J'ai déjà vu beaucoup d'organisations lancer des tests et au bout de 2 semaines, 3 semaines se dire tiens, on va regarder les résultats et malheureusement on se rend compte qu'on n'est pas capable de suivre ce test. Ça paraît surprenant, malheureusement ça existe. De la même manière, si vous partez pas de votre hypothèse, de choses que vous avez pu voir chez un concurrent, ça existe aussi. On le voit ici dans le graphique, c'est un des moyens les plus utilisés, le benchmark à 11%. C'est pas parce que ça fonctionne chez votre concurrent que ça va fonctionner chez vous. À titre personnel, j'ai il y a quelque temps lancé un test dans un groupe où il y avait plusieurs marques dans ce groupe. J'ai fait plus 20% avec l'une de ces marques. Ça a très bien fonctionné. J'étais très content et finalement je me suis dit tiens, pourquoi ne pas refaire ce test avec cette autre marque? On a à peu de choses près les mêmes types de produits qui sont vendus. Le site a une structure assez similaire. Sauf que quand j'ai vu les résultats de ce deuxième test, j'ai fait moins 10. Je suis parti en gros de plus 20% de valeur de session à moins 10. Alors qu'est-ce qui explique finalement cette baisse de performance? C'est que derrière, au-delà de l'interface et des choses qui peuvent paraître identiques, on n'a pas la même stratégie commerciale, on n'a pas forcément les mêmes utilisateurs, les mêmes prix, le même pouvoir d'achat, etc. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens pour aller chercher des informations et pour créer une hypothèse d'optimisation. L'analytics, c'est celui qui est le plus courant. Ça va vous permettre de détecter où sont les problèmes, qui a impacté et à quel niveau. Qu'est-ce que ça crée aussi, en tout cas, qu'est-ce que ça dégrade comme valeur. Et je vous invite plutôt à mixer des heatmaps, d'enregistrement de sessions, des tests utilisateurs, des questionnaires, etc., de la donnée quali pour comprendre aussi le pourquoi. Je vous montre un exemple, un test qui a été partagé sur les réseaux il y a pas très longtemps. Une entreprise qui vend du thé, donc c'est une page en one page, un checkout. Et l'hypothèse de départ, c'était de dire que sur la zone basse, on a une zone où on peut délivrer finalement un pourboire en plus de son achat. Alors c'est pas très courant, c'est pas quelque chose qu'on voit en France. Néanmoins, l'idée elle peut être intéressante. On arrive sur un formulaire avec à la fin une zone autre info. On peut donner un pourboire de 5, 10, 15, etc. Et le travail qui est fait par l'équipe ici, c'est de modifier le titre. On passe de autre info à ajouter un pourboire. On travaille plus sur 2 colonnes, mais plutôt sur une seule colonne. Et du coup, on améliore l'accessibilité et la lisibilité de l'interface. Sur cet aspect-là, je suis assez d'accord avec eux. On a un problème de lisibilité au global sur le tunnel. Par contre, est-ce que c'est réellement la première hypothèse qu'on peut dégager sur cette interface? On a un formulaire sur 2 colonnes, on a sur la partie haute des boutons de connexion qui ressemblent à des champs. Et pour moi, le principal problème, c'est vraiment l'accessibilité. Travailler sur 2 colonnes, ça pénalise la compréhension de la page. Ces boutons, ils sont pas très affordants, on se rend pas compte si on peut cliquer dessus ou pas. Ça, pour moi, ça serait la première hypothèse à dégager. La deuxième chose, c'est que ce test, il est fiable. Si on regarde les chiffres, on a un beau volume d'utilisateurs, de conversion, et surtout un indice de confiance qui est supérieur à 95%. C'est très bien, on fait plus 1,1% de conversion. Néanmoins, on n'a pas mesuré le panier moyen. Le problème, c'est quand on vient toucher à une information qui permet de donner un pourboire, on sait qu'on va avoir un impact sur la valeur du panier moyen. Ici, on ne mesure pas cette valeur. Et du coup, c'est extrêmement compliqué d'affirmer que ce test est gagnant, surtout avec seulement plus 1% de conversion. Vous savez que d'un jour à un autre, on peut très bien passer de plus 1 à plus 0,5, voire moins 0,5. Du coup, si on ne maîtrise pas cette deuxième information du panier moyen, c'est extrêmement compliqué. Si on regarde la construction de ce test, l'hypothèse de départ se focalise seulement sur une partie du checkout, et en plus, on ne maîtrise pas tous les KPI. Si l'hypothèse était finalement un peu plus travaillée, on ne se serait pas focalisé sur cette partie unique, mais plutôt sur l'ensemble des champs, sa structure au global, et on aurait suivi le taux de conversion et le panier moyen. Pour moi, un bon test AB, ça permet de générer plusieurs enseignements et 2 nouvelles hypothèses. À chaque nouveau test,
je m'impose d'aller chercher au moins 4 à 5 enseignements, des choses sur lesquelles on a des doutes, sur lesquelles on n'a aucun avis, et on doit absolument apprendre à travers les chiffres si cette information placée à cet endroit, ça a un impact sur les nouveaux, sur les anciens, si cette mise en valeur a du sens ou pas, ou cette structure, est-ce que demain on peut travailler sur ce type de page. Et c'est pareil, un test permet normalement de dégager des nouvelles hypothèses. Dans une stratégie d'expérimentation et d'itération, vous partez sur un premier lot. Vous pouvez travailler par exemple sur une V1 avec un bloc à l'horizontale, une V2 avec un bloc à la verticale, et vous rendre compte que la version horizontale ne fonctionne pas. Vous serez capable normalement d'itérer sur cette V2 et d'aller mettre des informations en haut, en dessous, etc. et finalement d'avancer dans votre roadmap. Un premier test, vraiment, ça permet de nourrir votre roadmap, de la prioriser et de la faire évoluer avec des informations qui sont toujours de plus en plus précises et concrètes. Et ça vous permet d'optimiser, d'améliorer en continu. Si j'avais 5 conseils à vous donner pour améliorer votre processus, c'est laisser de côté vos opinions, réellement. Je pense que tout le monde en a et ça n'a pas forcément de valeur. Vous devez partir absolument de données objectives. Comprenez vos utilisateurs. Structurez et documentez tous vos tests AB. C'est pour moi quelque chose de très important. Vous devez être capable d'écrire une hypothèse, de lister tous les KPI que vous allez utiliser, le KPI principal qui permettra d'affirmer ou non que le test est gagnant, les secondaires, la période de test, le volume de trafic, etc. Priorisez aussi objectivement tous vos tests. Je pense que vous connaissez tous les systèmes de priorisation du PIE, etc. avec des notes de 0 à 10. C'est bien. Par expérience, je sais qu'on se retrouve souvent dans des pièces avec des gens qui vont lever la main et qui vont dire « Ok, je pense que ça peut avoir une note de 7 ou de 8 et c'est pas très objectif. » Partez plutôt sur des systèmes binaires. Est-ce que j'ai des données quali, oui ou non, du 0 ou 1, des données qualitatives, etc. Prenez garde aussi au biais de confirmation. C'est quelque chose d'important. Des fois, on est convaincu d'une chose, d'un comportement, on en est sûr réellement, et on va chercher la donnée pour confirmer notre idée. La réalité, c'est que si on va un petit peu plus loin, on se rendrait compte que c'est pas la réalité et que finalement le comportement utilisateur est peut-être différent. Soyez honnête avec ce que vous voyez en termes de données et essayez tout le temps de fouiller au maximum et de cumuler toutes vos données, qu'ils soient quanti, quali, etc. La dernière chose pour améliorer le processus, c'est itérer sur vos hypothèses. Ne restez jamais sur un test fini d'analyse. Ça n'a aucun intérêt. Vous devez être capable d'itérer et de constamment optimiser vos hypothèses. La deuxième chose qui est très importante, c'est la stratégie d'optimisation. Un test doit normalement appuyer et guider la stratégie de l'entreprise. Vous le voyez ici sur le graphique, on n'a que 5% des organisations qui sont capables de mettre en place des indicateurs qui sont identiques aux indicateurs utilisés par l'organisation. Si vous ne faites pas ça, vous allez finalement lancer des tests sur j'améliore mon taux de conversion, j'améliore un taux d'accès à ma newsletter, enfin d'inscription, d'accès à une page, une boutique, etc. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Je vous donne un exemple ici, avec d'un côté Booking qui va tenter d'augmenter le nombre de réservations par session et Airbnb qui va tenter d'augmenter le nombre de nuits réservées par utilisateur. On a d'un côté une stratégie où on va essayer de favoriser des actions à très court terme. Quelqu'un qui vient sur le site, c'est quelqu'un qui doit réserver, alors que chez Airbnb, on va beaucoup plus favoriser un engagement à long terme. En termes de stratégie, chez Booking, on va beaucoup jouer sur l'urgence, sur le prix, sur des éléments de stress positif, alors que sur Airbnb, l'équipe optimisation va beaucoup plus jouer sur des notions de facilité de parcours, d'engagement, des visuels, des choses qui font un peu plus rêver. On est sur deux business qui sont quasiment identiques, en tout cas très proches, et pourtant des stratégies d'optimisation qui sont très très lointaines. Si on est décorrélé de ces objectifs-là, l'équipe CRO, finalement, elle peut complètement pénaliser la performance de l'organisation. Un autre point qui est très important sur la partie stratégique, c'est que l'organisation doit accepter la défaite. Elle doit accepter que tous les tests ne vont pas être gagnants. La part de risque existe toujours. À chaque fois, j'aime bien dire qu'on n'est pas magicien, on ne peut pas avoir 100% de tests gagnants, ça n'existe pas.
Par contre, on doit maîtriser le risque business. C'est-à-dire qu'on peut perdre, par contre, on perd en maîtrisant le chiffre d'affaires qu'on va finalement un peu dépenser sur chaque test. Je vous montre un exemple. Quand vous lancez un test, vous avez une variation qui démarre très bien, vous faites plus 5% de performance, vous gagnez de l'argent sur le premier jour, le deuxième jour, etc. Et puis malheureusement, au bout d'une semaine, vous tombez dans le négatif. Une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours passent, et puis au bout de 10 jours, vous êtes sûr que le test ne va pas remonter, vous l'arrêtez. À partir de là, si vous calculez finalement la différence entre ce que vous avez produit sur la version originale et ce que vous avez produit en termes de chiffre d'affaires sur votre nouvelle version de test, il va y avoir un gap, et ce gap, il peut être des fois minime, mais des fois très important, surtout si le test est lancé sur 100% du trafic. L'objectif pour vous, c'est d'essayer de savoir très rapidement si le test est négatif, et quand vous en êtes sûr, de l'arrêter. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir mesurer ce risque. Pour mesurer le risque, vous devez absolument déterminer quel trafic il vous faut pour savoir quand le test sera cohérent, pour avoir un chiffre, une valeur statistique supérieure à 95%, et ne pas mettre trop de personnes pour les exposer finalement à une sous-performance. Un dernier point sur la stratégie qui est important pour créer cette culture, c'est la communication des résultats. C'est un point qui est essentiel. Vous avez beau faire plein de choses sur cette équipe CRO, si l'organisation n'avance pas avec vous et n'est pas convaincue et engagée, vous allez vous limiter à quelques actions ponctuelles à droite à gauche. Mon conseil ici, c'est de vous dire, communiquez sur tout, sur ce qui est positif, sur ce qui est négatif, sur ce que vous avez appris. Vous allez commencer à collecter beaucoup d'enseignements que n'ont pas vos collègues, et ça, c'est extrêmement précieux. Une équipe qui à côté démarre un projet d'une page blanche ne devrait pas démarrer avec cette page blanche. Vous avez probablement plein d'informations que vous avez obtenues à travers chaque test AB qui doit permettre de commencer à structurer un peu ces nouveaux projets et finalement de limiter la prise de risque. En termes d'engagement, c'est pareil. Vous pouvez faire des actions qui sont des fois très simples, mais qui permettent de prendre conscience que le CRO, c'est pas juste un petit groupe de personnes. Par exemple, quelqu'un qui vient vous demander si vous devez, qu'est-ce qui se passe sur cette page, sur cette fiche produit, est-ce que des gens cliquent sur cet élément, etc. Vous pouvez finalement aller chercher des heatmaps, des données analytics, cumuler un petit peu tout ça et apporter cette réponse à votre collègue. Vous pouvez aller plus loin en lui expliquant la méthode, la démarche et surtout qu'est-ce qu'il pourrait faire derrière. C'est important puisque demain, cette personne, elle viendra pas forcément vous voir uniquement pour avoir ce chiffre, cette valeur ou ce conseil, mais elle viendra peut-être vous voir pour vous engager beaucoup plus tôt dans le processus, et peut-être que ça sera pas juste une collecte d'informations, mais plutôt est-ce que tu peux nous aider à imaginer ce projet, à créer un test, à voir si ça a du sens ou pas et qu'est-ce qu'en pense l'utilisateur. Ça, c'est une manière aussi d'engager l'organisation. 5 conseils par rapport à la stratégie. Priorisez toujours la qualité plutôt que la vitesse. Je pense qu'il faut vraiment pas confondre vitesse et précipitation. La vitesse, on peut l'amener au bout d'un moment quand on arrive à avoir beaucoup de réussite. Il faut accepter la défaite aussi au niveau de l'organisation, expliquer pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on a appris, quelque chose qui est perdant finalement en termes de chiffres, c'est pas grave tant qu'on est capable d'avoir de l'enseignement derrière. On doit être capable de supporter, de guider la stratégie de l'entreprise en suivant les mêmes indicateurs. Ça, c'est très important et surtout, il faut être capable de les remettre en question tous les 3 ou 6 mois, par exemple. Communiquer sur tous vos résultats, positifs ou négatifs, en faisant des petits déjeuners, des newsletters, des actes à droite à gauche de communication, des petites réunions. Et aussi éduquer pour engager. C'est quoi un test AB? Pourquoi je fais ça? Comment je priorise? Pourquoi vous avez utilisé tel système de priorisation? C'est important de répondre à ces interrogations que peuvent avoir vos collègues. Pourquoi vous avez refusé son test? Et ça, vous devez être capable de transmettre ces compétences. La dernière chose, c'est l'homme. Les compétences, c'est une brique importante finalement dans ces 3 piliers. On a bien souvent 3 types d'organisation. Il y en a une qui est très représentée, c'est l'organisation centralisée dans 66% des cas. C'est un groupe de personnes qui travaillent autour d'une table, qui ont une même manière de travailler, qui peuvent s'aider. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que souvent, elles sont un petit peu loin des produits, des utilisateurs. Et ça peut des fois être un petit peu compliqué, surtout sur des grosses entreprises.
On a une organisation décentralisée. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent chacun dans leur coin. Ça peut être des services complètement isolés, ça peut être des organisations dans différents pays. L'avantage, c'est qu'elles sont réellement au plus près des utilisateurs et des produits. Par contre, on n'a pas une même manière de travailler et on a du mal aussi à travailler en groupe, en tout cas avec les mêmes supports, les mêmes techniques. Le dernier mode, c'est le centre d'excellence. C'est celui qui est finalement recommandé, qui cumule les avantages des deux. On a une équipe centrale qui permet de structurer l'approche en mettant en place des supports, des outils, des guidelines aussi sur comment je fais un test, qui permet aussi de former, de communiquer. Et on va avoir des groupes d'experts disposés à droite à gauche dans les services ou dans les pays qui vont, eux, lancer les tests en étant au plus près, finalement, des organisations. Alors, pour démarrer ça, c'est souvent compliqué. Il y a de plus en plus d'entreprises qui internalisent finalement cette culture de l'optimisation. On démarre souvent avec 0 personne dans 37% des cas, dans 37% des cas aussi avec une personne et seulement dans 1 cas sur 4, une équipe dédiée. Alors c'est très rare, c'est ce qu'on a, c'est ce que je vois aussi au jour le jour en France, c'est normal entre guillemets, les équipes se créent en ce moment, mais ça amène un défi de taille, c'est qu'aujourd'hui les organisations doivent recruter un leader CRO et ce leader CRO aujourd'hui conditionne la réussite du projet, en tout cas de la création de cette culture, à travers 3 choses. Il doit mettre en place un processus, il doit démontrer les bénéfices de cette démarche et il doit engager l'organisation. C'est un vrai challenge, c'est pas évident, il y a beaucoup de choses à faire au jour le jour et pour faire ça, il doit être capable de maîtriser plusieurs domaines, des choses qui sont très liées à un esprit, on va dire, un peu cartésien et à un autre plutôt créatif. On a d'un côté de la recherche utilisateur, des notions de psychologie, d'analytics, de gestion de projet, de contenu ou même du design. Sur le design, par exemple, cette personne ne doit pas être capable de savoir concevoir une interface, mais elle doit être capable d'aller voir un designer et de lui expliquer pourquoi cette interface ne répond pas finalement à l'objectif de modifier ce comportement utilisateur et d'aller plutôt dans cette direction. On va parler de notions d'ergonomie, etc. Aujourd'hui, ce leader CRO, très honnêtement, c'est très compliqué à aller chercher. En France ou à l'étranger, beaucoup de grosses entreprises la cherchent et honnêtement, je vous déconseille de vous focaliser sur ce profil. Mon conseil, c'est plutôt de partir sur une équipe multicompétences autour d'un processus CRO. Vous le voyez ici, la composition d'une équipe, on va avoir un spécialiste conversion, on va avoir un développeur front, un designer, un web analyst, un product manager pour des grosses organisations, de la QA aussi quand on a ça à dispo et d'autres profils. Vous pouvez très bien démarrer sur 3 personnes, le spécialiste conversion qui pourra mettre en place un début de processus, qui pourra communiquer et engager l'organisation, un développeur et un designer qui, eux, pourront produire pour mettre en place les tests. 5 conseils par rapport à ça. L'outil ne remplace pas l'homme. C'est pas moi qui ai sorti ce rapport, c'est Avinash Kaushik et je suis assez en phase avec lui. Pour moi, 10% du budget doit être dépensé dans l'outil et 90% dans l'homme. J'ai vu beaucoup d'organisations, on avait des tonnes d'outils, des choses qui étaient démesurées et quand on demande qui s'occupe et qui travaille au jour le jour sur cet outil, des fois on se retrouve avec personne, ce qui est assez problématique. Ne cherchez pas la licorne CRO, très honnêtement, je pense que ça serait une perte de temps. Visez plutôt quelqu'un qui est capable de grandir et d'évoluer, qui maîtrise déjà un petit peu ces principes de test AB, etc. Visez plutôt une équipe multicompétences autour d'un processus CRO et combler finalement un spécialiste CRO qui serait pas forcément à l'aise avec des côtés liés à l'UX, avec un spécialiste en UX. L'inverse peut être vrai aussi, s'il est moins à l'aise avec cette partie un peu chiffre ou gestion de projet, venez finalement le supporter avec une autre personne. Travailler systématiquement en groupe pour évoluer, c'est une notion qui est essentielle. Ce métier demande finalement beaucoup de compétences et beaucoup de profils pour évoluer et créer cette culture. Finalement, c'est aussi s'entraîner constamment, évoluer et évoluer en groupe. Chacun doit être capable de comprendre pourquoi la personne dans l'équipe a pris telle décision et comment. C'est quelque chose de, pour moi, d'essentiel. Vous demandez alors sûrement pourquoi, enfin en tout cas où vous en êtes dans l'expertise. Et pour ça, je vous propose d'utiliser un indicateur
que je vais utiliser moi à titre personnel, par exemple, celui-ci pour essayer de détecter le niveau d'entraînement d'une équipe qui démarre sur le CRO. Ce critère unique, je vais l'utiliser tous les mois et ça me permet par exemple de mesurer donc la vélocité des tests, combien de tests on va lancer par mois, le taux de réussite, le gain, combien coûte un test, est-ce que ça nous a fait gagner de l'argent ou est-ce qu'on en a perdu, divisé par l'investissement, le nombre de jours finalement qui ont été travaillés au global sur le mois. Je vous ai mis ici un tableau qui détaille un petit peu ces règles sur le nombre de tests lancés, le test par mois, etc. Et surtout des exemples de points d'amélioration à droite sur du processus de l'organisation. Je vous montre un exemple ici. Si vous avez une valeur qui est à un moment donné très élevée et qui chute, ça peut vous sembler inexpliqué. Si vous fouillez un petit peu dans vos données, vous allez peut-être avoir ce type de schéma. À un moment donné, vous aviez sûrement une vélocité, une réussite et un gain qui étaient à peu près au même niveau. Et donc ça, c'était plutôt bien. Et vous avez décidé d'augmenter la vélocité, le nombre de tests lancés. Ce qui est ici plutôt intéressant dans le schéma, c'est qu'on arrive à augmenter le nombre de tests lancés et le taux de réussite. C'est déjà un bon indicateur. Par contre, il y en a un qui chute, c'est le gain, c'est-à-dire que on lance des tests qui sont souvent gagnants, mais une très grande partie des combinaisons sont perdantes. Ce que ça peut traduire, c'est un manque de recherche sur l'hypothèse, un manque de structuration. On arrive à comprendre une partie du problème, mais pas tout. Et du coup, on n'a pas forcément toutes les bonnes réponses. Ou alors une conception de test qui est un petit peu hasardeuse. Ici, je vous conseille de prendre plus de temps sur la recherche, de cumuler davantage de données, des données quanti, quali, etc. Et aussi de prendre plus de temps sur la phase de conception. Réduisez peut-être le nombre de variations proposées et vraiment prenez du temps. Ces indicateurs, vous pouvez tous les personnaliser. Aujourd'hui, c'est vraiment personnel. Moi, j'utilise cette notion de gain, par exemple. Vous pouvez la remplacer par une notion du nombre d'enseignements collectés, du nombre de bugs détectés par test. À vous de trouver le bon indicateur. Juste une remarque par rapport à ça. Je vous donne l'exemple ici d'un fast-food américain qui vendait des buckets de poulet et qui a décidé de mettre en place un indicateur pour limiter les déchets. L'idée, c'était de dire on doit mesurer le nombre de poulets jetés versus le nombre de poulets vendus. L'objectif étant d'avoir 0 à la fin. Et il y a un employé qui a été très bon à ce jeu-là, en tout cas qui a pris la règle un peu trop à cœur et qui ne produisait plus de poulets avant que les commandes soient passées. C'est bien, il avait un taux de réussite de 100%. Le problème, c'est que les clients étaient gênés et perturbés, l'attente était de plus en plus longue et finalement, la chaîne de restaurants a fait faillite. Tout ça pour vous dire que sur vos KPI, vous pouvez les personnaliser et il faut les personnaliser, je pense, tous les 3 ou 6 mois pour que ça s'adapte réellement à votre stratégie. Par contre, faites très attention à vérifier qu'on ne peut pas les utiliser d'une mauvaise manière. Pour terminer, je dirais que pour faire de l'optimisation aujourd'hui, on ne doit pas juste lancer des tests et essayer d'améliorer un indicateur, mais vous devez vous focaliser à développer un processus qui soit clair, qui soit précis et compris de tous, à travers une stratégie qui ait du sens et qui vienne supporter l'ensemble de l'organisation. Et pour ça, ça nécessite d'avoir des compétences adaptées et qui se développent sans cesse. Sans ces 3 piliers, pour moi, vous ne faites pas franchement du CRO, mais uniquement du test AB. Voilà. Merci Mathieu. Avant de passer aux questions et aux réponses de Mathieu, la deuxième initiative dont je parlais en introduction, c'est ce document, donc cet e-book qu'on a rédigé et qui vous permet de creuser le sujet. On est allé chercher, on a interviewé des experts à l'international, notamment de l'agence Wider Funnel qui est très connue sur ce domaine d'activité, ou également le fondateur de la solution Effective Experiment, qui est une solution de gestion, on va dire, de vos programmes d'optimisation, notamment sur la partie process et priorisation. Donc, je vous invite à le télécharger pour creuser davantage. Vous avez le lien qui est indiqué sur la slide, donc bit.ly/CRO-team. Et ce que je vous propose maintenant, c'est directement de poser vos questions.
Donc Mathieu, tu as accès aux questions. Complètement. Donc tu peux les traiter directement. Je te laisse faire. Ouais. Alors, une première question de Claire. Quelle est la différence entre ces deux profils, un spécialiste conversion et un web analyste? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'offres d'emploi sur des web analystes qui font toutes les tâches du web analyste au jour le jour et qui, en plus, on voit souvent à la fin une petite ligne, doit faire des tests AB. C'est possible. Je dirais que l'avantage du web analyst, c'est qu'il maîtrise très bien l'analyse et la compréhension des chiffres, la partie technique aussi, et ça c'est important, c'est essentiel. Par contre, sa faiblesse, ça va être de faire le lien entre ce qu'il voit dans les chiffres et ce que ça peut générer sur le comportement utilisateur sur une interface. Et par expérience, je sais que ça peut être très compliqué sur des esprits qui sont souvent très cartésiens et on a besoin de ça, de faire ce lien avec ce côté un peu empathique sur le comportement utilisateur. Du coup, le web analyst, pour moi, c'est une bonne base de départ, mais on doit lui amener aussi la compréhension des autres outils d'analyse quali pour compléter son analyse. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je passe sur une autre question entre deux. Une question d'Eric, c'est est-ce que tu auras un exemple de roadmap CRO? Je pense qu'on va pouvoir vous en transmettre une après, probablement sur les réseaux sociaux ou autres. C'est possible. Je crois qu'il y en a même à télécharger sur le site d'ABTesty. Ouais, notre équipe de Customer Success Manager en a. Ce sera un plaisir de vous la transmettre. Eric, aussi une question sur est-ce qu'il ne manque pas un profil e-marketing avec le leader CRO, en tout cas avec l'équipe. On pourrait se dire qu'il manque cette brique marketing. Pour moi, en fait, cette brique marketing, elle doit être inclue finalement sur tous les profils à travers toutes les compétences. Ça fait partie d'une notion de base, on va dire, du CRO, puisqu'on est là pour finalement favoriser une expérience de navigation qui soit parfaite, en tout cas agréable, mais surtout qui permette aussi d'augmenter la performance business. Donc le marketing, ça en fait partie, mais je dirais que c'est au global. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Moi, j'en ai une, Mathieu, pour toi. Alors, elle est un peu tricky, désolé, mais tu conseilles plutôt d'internaliser, d'externaliser? C'est une bonne question. On voit de plus en plus d'organisations qui internalisent aujourd'hui. C'était pas le cas il y a encore 2 ou 3 ans où on faisait beaucoup appel à des agences. C'est une bonne chose. Par contre, je pense qu'il faut prendre du temps pour le faire. Internaliser, ça prend du temps. Trouver le bon processus. Là, les schémas que finalement je vous partage, ils sont très simplifiés. En réalité, il y a des pièges un petit peu partout. La meilleure des solutions, c'est peut-être d'internaliser, de prendre un profil et puis un autre tout doucement, mais par contre en parallèle d'être accompagné par quelqu'un, une agence, peu importe qui, mais en tout cas pour vous aider à réellement mettre en place déjà cette partie processus, vous aider aussi sur la stratégie, comment prendre les bons KPI, comment les adapter et aussi comment communiquer. Je pense que c'est la meilleure des manières. Se lancer seul, aujourd'hui c'est quand même très compliqué sur ce domaine. Ok, merci. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'on peut rester un peu plus longtemps. Sauf si vous avez vraiment très faim et que l'appel du ventre vous pousse à pas poser vos questions, mais n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Eric, sur la partie marketing. Ok, merci. Bon, bah écoutez, si personne d'autre n'a de questions, on va conclure, enfin, on va arrêter. Dans tous les cas, donc pour rappel, on vous renverra vous aurez accès au replay, pardon, et à la présentation également. Vous avez, si vous voulez creuser cette partie organisation, l'e-book qu'on vous enverra de toute façon aussi. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, ben, n'hésitez pas
à nous les poser, notamment en retour de mail de celui que vous allez recevoir. Ah, si, une question de Claire. Est-ce que Mathieu, tu peux du coup, sur la question, c'est comment lancer, finalement, c'est comment lancer un test AB alors qu'on a très peu de trafic. La notion du très peu, elle est importante. Je pense qu'il y a une limite à jamais dépasser et au cas par cas, il faut vraiment vérifier le volume de données disponible. Si vous avez vraiment pas beaucoup de trafic, je pense qu'il y a d'autres solutions que le test AB parce que vous atteindrez jamais finalement un seuil statistique et ça va être problématique. Vous pouvez très bien partir sur des démarches plutôt d'UX, de tests utilisateurs, de questionnaires, etc., et de vérifier d'une manière quali que ce que vous proposez, ça a du sens. Et si on est sur des volumes très faibles, ce que je recommande, c'est plutôt de limiter le nombre de combinaisons à 2, par exemple, et de faire des changements qui soient réellement impactants. Si vous changez des tout petits détails à droite à gauche, ça peut fonctionner. Néanmoins, il y a une grosse prise de risque pour avoir un test flat à la fin ou de ne jamais avoir un test à au moins 90% de taux de confiance. Ne faites jamais l'erreur, par contre, c'est de tenter de réduire et d'accepter un indice de confiance à 80%. De souvenir, ça augmente, je crois, d'au moins 20% votre chance de faux positif. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Ok, merci. Donc, pas d'autres questions. Eh bien, dans ces cas-là, je propose de... Ah, si. Du coup, on a plusieurs questions. Quel est le volume de trafic minimum? Alors, il n'y a pas de notion il n'y a pas un chiffre exact. Un vieux chiffre que j'utilisais à un moment donné, c'était de dire qu'il fallait au moins 100 conversions par semaine et par variation. C'est pas forcément vrai, ça dépend aussi du volume de trafic qui entre sur le site. Il y a plusieurs outils qui sont intéressants. Vous pouvez utiliser, entre autres, sur le site d'ABTST, les MDE, Minimum Detectable Effect, qui permettent de mesurer un petit peu quel indice d'optimisation vous devez avoir pour espérer avoir un test qui soit significatif. Moins vous avez de volume, plus vous devez espérer avoir des gains qui sont extrêmes, des plus 40, des plus 50. Autant vous dire que c'est extrêmement compliqué. Et il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de comprendre le volume de trafic nécessaire. Si vous voulez, je pourrais partager sur les réseaux quelques outils qui fonctionnent bien et que j'utilise moi à titre personnel. Ça pourrait vous aider. Sachant qu'on a effectivement sur le site ABTST 2 outils de ce type, un Sample Size Calculator et un MDE Calculator. Alors, si vous voulez avoir la différence entre les deux, c'est assez subtil, mais l'un permet notamment de calculer un champ input du sample size de l'autre, donc les deux sont complémentaires. C'est ça, c'est ce que j'utilise à titre perso. Le premier pour déterminer une sorte de volume de trafic nécessaire et le nombre de combinaisons qu'on peut utiliser et à partir de combien de semaines ce test sera significatif. Et le deuxième outil pour comprendre à partir de quel taux d'optimisation mon test aurait du sens. Ça vous donne pas le chiffre exact de quel volume il faut ou pas. Par contre, ça vous permet de situer la part de trafic que vous pouvez utiliser. Sur la partie comment détermine-t-on l'indice de confiance, honnêtement, j'ai pas la formule en tête, elle est super compliquée. Il y a des systèmes de mesure qui sont différents en fonction des outils, mais globalement, ça ressemble au test du Ki2 qui est capable de dire cet élément sera meilleur qu'un autre dans 95% des cas. On ne doit pas être en dessous de ce 95% puisque les faux positifs arrive vite et on va dire que il faut réellement suivre cette règle statistique. Sur est-ce qu'il y a une part de hasard, en toute théorie, et c'est là que la brique processus prend tout son sens, on n'a pas de hasard. Mais il faut respecter tout un tas de règles. Typiquement, pour arrêter un test, on ne peut pas se dire il faut arrêter son test parce qu'on a 95% de taux de confiance. J'avais fait l'exercice une fois avec un client de lui démontrer qu'au bout de 2 jours, l'outil lui disait tiens, tu es à 95% parce que j'avais beaucoup plus de transactions par pur hasard sur ma nouvelle combinaison. Sauf que 3 semaines après, le test était négatif avec un indice de confiance à 95%. Il faut prendre en compte
cet indice de confiance, au moins 1 ou 2 cycles business, ça c'est très important, que vous ayez un volume de données qui soit suffisant, qui soit important, qu'il n'y ait pas aussi de commandes un peu exceptionnelles qui viendraient biaiser vos données et vos résultats, et aussi de vérifier que ce que vous observez de manière globale fonctionne réellement, par exemple sur les nouveaux, sur les anciens, sur des VIP, etc. Un test peut être négatif au global et en réalité négatif au global et positif sur des segments particuliers, et l'inverse est vrai aussi. Une autre question, est-il intéressant ou utile en tout cas de confronter ces résultats de test en mettant 100% sur une version gagnante avant de la mettre en production? Je ne suis pas sûr de comprendre. N'hésite pas à préciser ta question. C'est peut-être l'idée de laisser à la fin un test avec la version gagnante et la version originale sur 100% du trafic sur une semaine supplémentaire, par exemple. En tout cas, si c'est le cas, c'est quelque chose que je recommande. La dernière semaine, si vous avez eu plusieurs combinaisons, attendez encore une semaine supplémentaire et laissez votre combinaison qui est détectée comme gagnante sur 50% de votre trafic et laissez 50% sur la version originale. Vous aurez encore plus de trafic qui va rentrer finalement sur les deux combinaisons et vous verrez si ça a du sens ou pas. Alors ouais, sur le fait de mettre 100% de trafic sur la version gagnante, ça peut être bien si vous avez des problèmes ou des délais trop importants pour la faire développer par l'équipe, la DSI par exemple. C'est une rustine, ça ne doit pas durer très longtemps. Mais par contre, une fois qu'on a mis 100% du trafic sur cette combinaison, vous serez plus capable de mesurer sa performance. Oui, parce que si vous mettez 100% du trafic sur une version, concrètement, vous avez fait la modification en prod. Donc, c'est quand même tout votre trafic sera exposé. Comment gérer son CRO sans risque de biais dans une activité très saisonnière? Là, la période, par exemple, elle est assez sensible, je pense, pour tout le monde. On a eu le Black Friday, on a Noël et les soldes qui arrivent. C'est des périodes qui sont sensibles. Vous avez deux choix. Soit vous ne faites rien, vous sécurisez finalement votre business. Ça peut être la solution la plus simple et celle qui peut être la plus entendue par les organisations. Vous en avez une autre, c'est de lancer vos tests et de bien prévoir votre roadmap à l'avance et de se dire, je vais lancer un test peut-être 3 semaines, 4 semaines avant une période sensible, par exemple le Black Friday. On est sûr qu'on va pouvoir désactiver toutes les combinaisons qui sont négatives avant. Et finalement, quand on arrive sur la période du Black Friday, on a normalement une combinaison qui est soit gagnante, soit on a coupé le test parce qu'il n'était pas bon. Et ça a l'avantage de pouvoir mesurer le comportement de l'utilisateur avant cette période sensible et pendant cette période sensible. Un test que j'ai fait il y a peu, cette semaine par exemple, où j'avais des résultats qui étaient bons, mais très légers, on va dire, sur une période normale. Et pendant le Black Friday, par contre, j'ai des gains où je suis passé à plus 10, plus 15%, et c'est revenu à plus 2, plus 3 hors de cette période. L'avantage, c'est que ça permet de se conforter sur cette notion de l'impact marketing qu'on a eu. En tout cas, ça a été encore plus fort et accéléré avec le Black Friday. Donc, on espère que sur des soldes ou sur un Noël, ça aura le même impact. Pour résumer, c'est faites attention à votre roadmap. Et par exemple, dans mon fichier de roadmap, à moi, je mets toujours en avant les opérations marketing un peu fortes ou des éléments tout au long de l'année qui vont avoir un impact sur le business. Et du coup, ça me permet d'organiser ma roadmap aussi par rapport à ces éléments. Est-ce qu'il faut faire des tests A? C'est une bonne question. Je vais pas dire que c'est une perte de temps. Ça peut être bien l'installation de l'outil pour vérifier que tout remonte normalement. Après, si on recherche le résultat parfait, absolu, d'avoir 0% d'optimisation et 50% de chaque côté, etc., si c'est ça la vraie finalité, je suis pas sûr que ça ait du sens. Mais oui, ça peut être bien la première fois d'installation de l'outil pour vérifier qu'on a bien branché l'outil Analytics, un outil d'analyse quali, etc. Parfait, Mathieu, merci beaucoup pour tes réponses. Je propose, comme on a déjà largement dépassé, de s'arrêter là. Merci encore une fois de votre présence, merci de vos questions, merci Mathieu. Et puis on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir.